je réalise les autopsies. On a affaire à des corps qui sont putréfiés, qui sont morcelés par exemple. Mais je travaille aussi chez des vivants. L'échymose périorbitaire, violacée. Tout ce qu'on fait, c'est non seulement couvert par le secret médical, mais aussi par le secret judiciaire. T'as jamais tourné de l'œil? Ça m'est jamais arrivé. Le corps nous est présenté dans une housse blanche, scellée par un serflex portant l'inscription. Il s'agit du corps d'un individu de sexe masculin, de morphophénotype leucoderne. Il n'est pas noté d'éléments de putréfaction. Lorsque le corps arrive sur notre table, on va réaliser un examen externe, c'est-à-dire une description de toute la peau et des muqueuses. Les ongles des mains sont mi-longs, intacts. Les autopsies qu'on va réaliser, c'est des autopsies judiciaires pour lesquelles il y a une enquête qui a été menée à la suite d'une suspicion émise par le médecin qui va constater le décès. Tous les cas de suicide, tous les cas d'overdose, tous les cas d'accident mortel de la route doivent nécessiter une autopsie pour étayer le dossier. Une fois que ça c'est terminé, on passe au temps de dissection. Notre principal outil, ça va être le scalpel et la pince pour disséquer les tissus les uns après les autres. Et suivant la dureté des tissus, on peut utiliser d'autres matériels. Donc là, on passe à l'étape de l'incision qui s'appelle manteau-pubienne, donc qui s'étend du menton jusqu'au pubis, qui nous permet ensuite d'accéder aux différentes cavités du corps. Bon, j'ai quasiment rien sans périph' aspirine. Okay. On fait l'examen macroscopique des organes. Une fois qu'on les a sortis, on les a observés à l'intérieur du corps. On va les regarder individuellement. On va regarder leur aspect externe pour voir s'il y a des aspects pathologiques qui nous apparaissent immédiatement ou des lésions traumatiques ou autres. Donc le rein gauche, on prélèvera du sang, de la bile, des urines. C'est principalement ces prélèvements-là qui sont faits de manière systématique dans toutes les autopsies. Il y a aussi le contenu gastrique. On prend en moyenne 1h30, suivant les contextes, soit parce qu'il y a beaucoup de lésions, soit parce qu'il y a des choses qu'on a du mal à interpréter. On peut passer plusieurs heures, voire des journées entières à autopsier. Pas de pneumothorax à gauche. Alors ce qui est difficile dans le cadre des autopsies judiciaires, c'est qu'on a affaire à des corps qui ne sont pas forcément intègres, soit qui sont putréfiés, qui sont carbonisés ou qui sont morcelés par exemple. Alors ce qu'on ne voit pas ici à la caméra, c'est qu'en plus de toutes les représentations visuelles, il y a aussi certains fluides corporels qui ont une certaine odeur. Le meilleur moyen, c'est de saturer son nez de l'odeur et ensuite on passe un meilleur moment. On va brancher la scie pour pouvoir ensuite accéder à la boîte crânienne. Et c'est le moment où je sors. Moi, je n'y fais pas tellement. En fait, j'ai choisi ce stage parce que justement, c'est un métier qui m'intéresse, qui m'intéressait et qui m'intéresse toujours. Mais ouais, c'est quand même assez dur ce qu'on voit. T'as jamais tourné de l'œil? Ça m'est jamais arrivé, moi, personnellement. Je me sens plus à l'aise de ne pas avoir trop d'informations sur la personne qui est en face de moi. Ma première autopsie, c'était l'autopsie d'un nourrisson. Et j'ai trouvé ça, d'un point de vue scientifique, très rigoureux et très intéressant d'aller à la recherche de la cause du décès. Cette curiosité scientifique, ça a vraiment pris le pas sur le fait que c'était un nourrisson, le fait que la famille a perdu un être cher. Parfois, par la force des choses, on est rattrapé par certains éléments. Il a déjà pu m'arriver le cas d'un jeune homme qui était né à 1 semaine d'intervalle avec moi et qui était décédé dans un repas festif avec des amis et je me suis forcément identifié à cette personne. Donc on a terminé l'autopsie, on a réintégré l'ensemble des organes à l'intérieur du corps. Et donc, mis à part la suture qui se trouve à la face antérieure du corps mais qui va être recouverte par les vêtements, on va rien voir. Tous les prélèvements qu'on a fait au cours de l'autopsie vont être placés sous scellé. Ils vont être remis à l'autorité judiciaire qui nous a demandé de réaliser l'autopsie.
Et donc là, la dernière étape, c'est de nettoyer nos bottes. On essaye de travailler le plus proprement possible. J'ai réussi à pas me tacher. Et voilà, tout beau, tout propre. Et donc là, on va arriver au sous-sol où se trouvent les casiers réfrigérés dans lesquels se trouvent les corps. Ouais. Et donc là, quand on ouvre, les corps sont là dans les housses. On a 4 corps par casier réfrigéré. Et vous voyez qu'il y a une dizaine de casiers. Donc on a une activité très importante ici. On réalise 1200 examens à l'année, dont plus de 3/4 d'autopsie. Le reste, c'est des examens externes. On voit beaucoup plus de victimes vivantes que de morts. Ici, à l'Institut médico-légal de Lyon, ce qu'on appelle la victimologie, on voit entre 3500 et 4000 victimes à l'année. Soit d'accidents du travail, des accidents de la route ou de violences physiques, psychiques, sexuelles par exemple. Il va y avoir un examen pour nous donner l'opportunité de trouver des lésions qui attesteraient des violences que vous avez subies et qui permettra ensuite de faire avancer l'enquête pour vous. On a une activité sur le terrain pendant la moitié du temps. L'autre moitié du temps, elle est consacrée à la rédaction des rapports où on doit décrire de la manière la plus rigoureuse possible nos observations, nos constatations. Dans un an, je serai médecin légiste. En France, on est 830 à exercer la médecine légale. Quand on dit qu'on est médecin légiste, ça peut avoir tendance à mettre aussi un froid. Ça peut renvoyer à une image sanguinaire, violente de la mort. Le fait de rechercher la vérité par la réalisation de l'autopsie, c'est un double objectif. D'une part, effectivement, l'objectif de l'enquête. Elle sert aussi à établir des statistiques épidémiologiques à la fin de l'année sur les causes de décès, qu'elles soient naturelles ou qu'elles soient violentes. Et à côté de ça, on sait que c'est très important pour les endeuillés de connaître les raisons pour lesquelles leur proche est décédé. Et moi, personnellement, c'est ce qui me pousse à continuer dans cette carrière.